fois. Donc soins palliatifs et gériatrie. Donc comme vous savez, on a une unité à Nouville qui n'est pas du tout officielle, mais on ne fait quasiment que des soins palliatifs. J'ai une équipe du tonnerre. Elle est où Clara? Elle est où Clara, hein? On a une équipe du tonnerre qui est vraiment super et voilà, on fait de notre mieux. Et je pense qu'on prend bien les gens en charge. Qu'est-ce que ça veut dire la gériatrie? Donc la gériatrie, c'est un élément, vous en conviendrez, très subjectif sur le plan psychique et social. Il y a qui ne sont pas du tout gériatriques. Il y a des gens à 60 ans qui sont gériatriques. Voilà, c'est comme ça. N'empêche que notre corps vieillit, nos cellules vieillissent. Le vieillissement est incontournable. En France, on parle de gériatrie au-delà de 70 ans. Nous, on accepte les patients en gériatrie après 60 ans. L'OMS décrit la personne âgée à partir de 60 ans et la personne très âgée au-delà de 80 ans. Donc on dit qu'on est âgé, enfin qu'on est gériatrique si notre espérance de vie est inférieure à 10 ans, mais on n'en sait rien avant que ce soit fini. Donc on va voir les spécificités gériatriques des soins palliatifs qui sont liées aux patients. Donc plus le patient vieillit, plus il y a de pathologies cancéreuses, plus il y a de pathologies neurodégénératives, plus on est au stade terminal des insuffisances d'organes. Et plus on a de polypathologies avec des déficits en cascade et des difficultés thérapeutiques. Le patient est souvent déjà en état de grande dépendance. Souvent, il y a une évolution incertaine. Donc, on a quelqu'un qui est en soins palliatifs de par une pathologie X. Et puis, il se produit un événement intercurrent aigu. On se dit, là, les carottes sont cuites. Et puis, non, il s'en sort. On a quelqu'un en ce moment comme ça qui a été admis en soins palliatifs. Donc le pauvre, il a un cancer de prostate avec des métastases osseuses partout. Là-dessus, il fait un hématome intracérébral. Il nous a envoyé en soins palliatifs pour ça. On attend qu'il en sorte de son hématome intracérébral. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et puis ça ne vient vraiment pas. Je ne sais pas s'il va en sortir. Mais on attend patiemment. Il nous parle, une vigilance hyper fluctuante. Et là-dessus, pneumopathie d'inhalation est vraiment très mal. On se dit, les carottes sont cuites. Et non, il se sort de sa pneumopathie d'inhalation. Est-ce qu'il sortira du reste? J'en sais rien. Tout ça pour dire que le pronostic vital, il est très compliqué à établir de façon certaine tant qu'on n'est pas à la fin. Où là, on sait que c'est la fin. Mais au début, on a souvent des rebondissements et c'est assez compliqué à dire. Et souvent, le caractère létal des soins palliatifs, il est dû à la multiplicité des éléments chroniques, en fait, des pathologies chroniques. Les patients qui ont des altérations cognitives, les patients âgés avec des altérations des fonctions cognitives, c'est difficile, c'est pas toujours facile en tout cas d'évaluer les symptômes. C'est souvent compliqué de communiquer avec eux. Comment peut-on parler de consentement éclairé si on n'est pas certain qu'ils ont bien compris de ce dont on leur parle? Donc les décisions éthiques ont vraiment tout leur sens et l'interdisciplinarité ont vraiment tout leur sens dans ces cas-là, avec la personne malgré tout, la personne de confiance et ou la famille et la collégialité. Du fait de grand âge aussi, les spécificités thérapeutiques où on doit choisir les molécules, vérifier la tolérance aux molécules, vérifier l'interaction entre les molécules qu'on ne fait pas plus tôt. Et les spécificités d'évaluation également. Alors d'emblée, très rapidement, en fait, dans les soins palliatifs, on va être confronté aux problèmes d'hydratation et d'alimentation en soins palliatifs, de non-alimentation, de non-hydratation, d'arrêt d'alimentation et d'arrêt d'hydratation. Mais ça, c'est un autre thème que j'ai fait il y a 2 ans et que je fais dans 2 jours. Donc on va pas épiloguer là-dessus aujourd'hui. Chez le sujet âgé, souvent on a une grande dépendance avec des altérations corporelles qui sont au premier plan. Donc les problèmes de nutrition, d'hydratation, de troubles de la déglutition et d'altérations corporelles, elles sont au premier plan très rapidement. Les spécificités gériatriques qui sont liées à l'entourage. On a des gens qui ont personne, entourage absent. On a quelqu'un là qui est mort la semaine dernière, il était veuf, il n'avait pas d'enfant, pas de famille en Nouvelle-Calédonie. On a appelé la voisine pour annoncer son décès. La voisine qui lui rendait visite, donc la voisine, elle s'est sentie une responsabilité alors qu'elle n'en avait aucune dans ce qu'il fallait faire, elle n'en avait aucune, mais c'est difficile pour nous de n'annoncer le décès à personne, c'est trop bizarre, quoi. On a un individu, pour nous, il est rattaché à quelqu'un à l'extérieur. Nous, on avait la voisine, donc on a appelé la voisine. Quand l'aidant est très âgé et ou aussi très malade, on a vu des dames qui venaient voir leur mari en soins palliatifs qui étaient dans un état pas terrible. Voilà, c'était l'aidant principal.
Et souvent, ça peut être compliqué pour les enfants quand les deux patients sont dépendants. Un en soins palliatifs, là on en a en ce moment un patient en soins palliatifs, sa femme a un Alzheimer, les filles elles sont épuisées, hein. Donc lui, on l'a en ce moment. On a la chance, en fait, c'est sur unité de durée illimitée. Donc on peut les garder, ces gens-là, le temps qu'il y a besoin, sauf si ça pousse derrière, mais ça pousse pas derrière. Le temps qu'ils ont besoin et que la famille a besoin. En métropole, lors de mes stages, j'ai vu, ou pendant mes formations, les EHPAD venaient se former, en fait. Les directeurs d'EHPAD et les infirmières coordonnatrices ou médecins coordonnateurs d'EHPAD venaient se former aux soins palliatifs parce qu'on leur envoyait les gens pour mourir. Et j'essaie de ne pas le faire parce que envoyer quelqu'un juste pour mourir, j'aime pas ça. Donc dans la mesure du possible, on ne le fait pas. Les spécificités gériatriques liées aux soignants. Il y a une charge affective chez le sujet âgé, donc qui va être pris en soins palliatifs, comme je vous le dis plus longuement. Il va y avoir une charge affective qu'on va peut-être pas retrouver dans les soins palliatifs aigus avec les soignants, parce qu'ils ont des soins rapprochés, des soins corporels, une attente affective importante de la part du patient. Et parfois, le soignant n'arrive pas à garder ses distances. Nous, médecins, on arrive plus à faire une petite armure. Il faut vider les bagages de temps en temps, mais c'est plus facile de garder une distance que les soignants qui ont vraiment un rapport rapproché au corps, finalement, en touchant les corps. Et c'est très compliqué. Les soignants, il est absolument nécessaire qu'ils aient une double compétence gériatrique et palliative. S'ils n'ont pas cette double compétence, ils courent à l'épuisement physique et psychique et au burn-out. Donc, à côté de ça, il faut bien sûr le groupe d'analyse des pratiques. On a des réflexions éthiques en plus, des transmissions qui durent longtemps chaque matin. Mais voilà, les compétences sont nécessaires. Faire des soins palliatifs, c'est quelque chose qui est compliqué. Les soignants, infirmiers et soignants, sont formés à prendre soin des gens. Donc, ça ne pose pas de problème. Les médecins, on est formés à guérir. Ça commence à poser un problème. Les oncologues, ils sont formés à braver la mort. Là, ça pose encore plus de problèmes. Finalement, faire des soins palliatifs, on doit faire preuve d'humilité et lâcher notre pouvoir de maîtrise. Ils vont mourir, c'est sûr, mais ce n'est pas de notre faute. Et donc, nous, on doit l'accepter et faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible pour eux. Tu m'as dit que j'allais vous faire rire, mais je ne vous fais pas rire du tout. C'est pas drôle du tout, je suis désolée. Le travail d'équipe est très important. On réfléchit ensemble, on prend des décisions ensemble et on se soutient en fait tout le temps. C'est pas facile de soutenir le regard de quelqu'un qui va mourir, qui le sait. Donc déjà quand ils arrivent, on reprend la maladie pour voir un petit peu où ils en sont. Si on est certain que ça leur a été dit, mais qu'ils veulent pas l'entendre, c'est pas grave. Le tout c'est que ça leur ait été dit. On n'est pas là pour leur enfoncer dans la tête, tu vas mourir, c'est pas grave. Par contre, si on reprend la maladie et qu'ils sont accessibles à ça et qu'on va jusqu'au bout, il faut pouvoir soutenir leur regard. On ne va pas les guérir, c'est pas possible. Et de temps en temps, ils vont nous redemander. Vous pensez pas que... non, je suis désolée, mais c'est pas possible. Par contre, il ne faut pas leur mentir non plus sur les espoirs à donner, mais on peut trouver des petits objectifs. Par espoir, j'entends objectifs, des petits objectifs. On avait une dame, par exemple, qui était dans un déni, mais manifeste. Elle ne voulait pas mourir. Elle avait une tumeur colique énorme. Elle ne voulait pas mourir. Il ne se passait rien, elle n'avait rien. Et elle commençait à être angoissée. J'avais mis du midazolam. C'était pire. En fait, elle faisait vraiment une réaction paradoxale au midazolam. Elle hurlait. Donc, on a mis des neuroleptiques. Et là, c'était parfait. La vigilance était parfaite et c'était mieux. Et en fait, j'ai pu parler de ça avec elle. Et elle me dit... Mais je voulais peut-être raconter déjà celle-là. Elle me dit tout de même, docteur, j'ai 95 ans, c'est pas juste, quoi. Je dis, c'est pas juste. C'est comme ça. Je dis, c'est sûr que si vous aviez 20 ans, ce serait pas juste. Mais 95 ans, c'est un peu l'ordre des choses. Et j'ai essayé de trouver avec elle un objectif. Et en fait, elle avait sa petite fille qui allait accoucher. Donc, on va attendre que votre petite fille accouche, vous verrez le bébé, puis après, vous pourrez partir tranquille. En fait, elle a dit OK. Et en fait, elle est morte 4 jours plus tard. Juste le fait d'avoir un objectif, elle a lâché prise. Elle n'est pas allée jusqu'à atteindre l'objectif. Elle a lâché prise. Et ça se passe souvent comme ça, en fait. Leur dire, je caricature, hein, OK, vous allez mourir, mais entre-temps, vous pourrez faire ça. OK, OK, après, je vais mourir. Voilà, il lâche et il meurt. Mentir, ça ne sert à rien. Un lit de gériatrie, ce n'est pas un lit de soins palliatifs. Néanmoins,
À tout moment, ça peut devenir un soin palliatif. Tout patient qui est dans un lit de gériatrie, à un moment donné, peut nécessiter une prise en charge en soins palliatifs. Alors, il y a une formulation qui m'énerve profondément et que je ne supporte pas. Il y a encore des soignants qui le disent dans l'unité. Mais alors, il est en soins palliatifs ou pas? Mais il n'est pas en soins palliatifs. Son état justifie d'une prise en charge. D'ailleurs, je préfère beaucoup les soins de confort aux soins palliatifs. Ça a beaucoup plus de sens. Et son état requiert des soins de confort ou pas, des soins palliatifs ou pas, mais il n'est pas en soins palliatifs. On ne le met pas dans une case. Et puis, des fois, ça peut changer. Donc, on a des patients qui arrivent avec des plaies énormes à cicatriser, qui mangent rien. Ben, on en a une. Et donc, Olivier Carissimo nous l'a passé pour une prise en charge en soins palliatifs en disant bah, de toute façon, elle ne mange rien, elle ne peut pas cicatriser son escarre, elle va mourir. Finalement, elle s'est mise à remanger tranquillement, elle cicatrise, elle va repartir amarrée d'ici un mois. Voilà, on s'adapte aux patients, tout le temps. Voilà. Le soin palliatif ne signifie pas cancer, forcément, ça vous le savez tous. Le soin palliatif, c'est quand on ne peut pas guérir. Les 5 points qui sont importants chez un sujet âgé en fin de vie, la douleur physique jusqu'au bout, le patient il est vivant jusqu'au bout. Donc si on prend en charge la douleur, on ne s'arrête pas parce qu'il est à la phase agonique, on ne s'arrête pas parce qu'il est traité avec de la morphine et sa fréquence respiratoire commence à diminuer. Non, non, c'est pas la morphinique, il était calmé avec sa douleur, de toute façon il est en train de mourir. Donc on garde les antalgiques jusqu'au bout. Le confort d'installation, on le garde jusqu'au bout. Le fécalome et le globe vésical, c'est pas compliqué. Hein. C'est une main sur le ventre tous les matins. Il mange rien, on est bien d'accord. Il n'a pas de sel, c'est pas grave. Mais quelquefois, on a des patients, on palpe la fosse iliaque gauche. Et alors qu'ils ne sont pas forcément vigilants, ils grimacent. Un petit Normacol ou un petit lavement vide l'ampoule rectale et c'est tout. Un jour, un médecin nous a envoyé un patient qui était en soins palliatifs. Elle venait de le découvrir à domicile dans un état catastrophique, à l'aide. Donc, on l'a pris tout de suite. Il était plein jusque-là. On lui a fait des Normacol 2 jours de suite. Il est mort le jour d'après, mais entre-temps, il était soulagé. Il était bien. C'est tout ce qu'on veut, c'est que les gens meurent soulagés. Le globe vésical, c'est facile à voir aussi, puis ça fait mal. Les escarres, on doit les prendre en compte. On verra plus tard comment, jusqu'au bout. Pas de la même façon au début ou à la fin. Les soins de tête, les soins de bouche jusqu'au bout. On laisse sur les tables de nuit donc les soins de bouche et on peut laisser sur la table de nuit les petits bâtonnets et ça c'est bien parce que souvent les familles se sentent impuissantes en fin de vie parce qu'ils ne savent plus quoi faire, le patient n'est plus forcément vigilant et notre rôle en fait c'est de redonner un sens à cette relation entre la famille et son proche. Donc d'autres moyens, je vous le dirai tout à l'heure, j'espère que je n'oublierai pas, mais aussi par ces petits bâtonnets, ils ont vraiment l'impression de participer. Et les yeux, donc du celluvisque, des larmes artificielles, jusqu'au bout aussi. Et puis l'aspect neuropsychologique du patient qui peut être soit dépressif, soit avec un déclin cognitif. Bonjour. L'agonie prolongée. Alors l'agonie prolongée, les gens n'aiment pas ça. Personne n'aime ça. Ils disent c'est insupportable, il faut arrêter ça. C'est pas humain, c'est pas possible. À regarder, c'est pas possible. On voit un patient qui est cachectique, admettons qui n'est plus vigilant, qui n'est plus là, qui sent pas bon. Il peut avoir des plaies qui sentent mauvais, une bouche qui sent pas forcément bon, même si elle est faite. Et les gens disent c'est pas supportable. Mais c'est pas supportable pour qui? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du patient? On n'en sait rien. Il a choisi son moment de naissance et puis les éléments extérieurs, la maman, ça c'est choisi. Là, on est à l'autre bout de la vie. C'est un individu à part entière. Qui en est nous pour décider que c'est maintenant qu'il va mourir? En tout cas, moi, je ne me considère pas comme le bon Dieu et je n'interviendrai pas là-dedans. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il soit confortable, qu'il soit bien. Et on voit, on a des tas de choses d'évaluation pour voir qu'il soit confortable. Et encore une fois, je ne suis pas toute seule, on est toute une équipe. Donc il y en a toujours un qui va dire ah, je ne suis pas sûre qu'il soit très confortable parce que là, et on redécortique la chose. Mais on ne peut pas arrêter la vie de quelqu'un parce que nous, on trouve que c'est insupportable. Alors la famille, c'est autre chose. Ça fait effectivement un temps qui s'étire et qui expose au risque d'épuisement pour la famille et d'une relation qui s'appauvrit. Donc on est là pour redonner du sens à cette relation. Je me souviens d'un patient jeune qui mourait d'un... J'oublie tout le temps le mot. Cette maladie neurodégénérative qui va très vite. Pas la SLA, l'autre. Aidez-moi quelqu'un. Oui, un Charcot. Non, l'autre. Encore. Dites-moi.
Enfin, ça va très vite en fait. Oui, Creutzfeldt-Jacob, merci. C'est ça. Et ça va très vite. Donc Caroline l'avait eu pendant qu'il déambulait et après je l'avais eu et ça allait très vite. Et il avait un fils à La Réunion et une fille en France ou au Canada, Martinique. Et sa femme m'avait dit, ben, quand la fin va approcher, il faut les faire revenir. Ça c'est chaud parce qu'il y a le temps de vol. Et à un moment donné, je lui ai dit, il faut qu'ils reviennent là, c'est maintenant. Et donc je me retrouve dans la chambre avec la femme, il avait 62 ans. Et les deux enfants de 25 ans, 22 ans. Je les vois pour la première fois, ils étaient arrivés la veille et ils me disent non mais nous on n'est pas là pour longtemps. Ils stressaient quoi, il va repartir, il va pas mourir. Donc notre rôle c'est de leur dire mais profitez, là il est vivant, de toute façon il va mourir, il est en train de mourir. C'est une affaire de jours au maximum et profitez. En fait, d'attendre la mort, on passe à côté de la fin de la vie, c'est ce que j'essaie de leur dire. Il est encore vivant. Vous pouvez le toucher, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui raconter des anecdotes que peut-être vous n'avez jamais osé lui raconter. Enfin, vous pouvez communiquer peut-être à sens unique, mais on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il entend ou pas. En tout cas, vous, ça vous fait du bien et vous continuez à communiquer jusqu'au bout et on entretient la relation, mais vous profitez de lui vivant. Quand il sera plus là, plus jamais, c'est fini. Et là, il est en train de mourir. Donc le fils, il a fait de la musique, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont vécu avec lui. Il est mort 2 jours plus tard et tout était bien, mais au moins ils n'ont pas gaspillé ce temps. Ça vous choque ce que je vous dis ? Les spécificités psychologiques, donc il y a des enfants qui sont fusionnels et qui ne veulent pas les laisser partir, les enfants qui se sentent coupables et ceux qui se sentent coupables, eh ben, en général, ils s'en prennent à nous, ils ne veulent pas qu'ils meurent aussi, les enfants ambivalents, il faut tout décrypter en fait, au plus on va se faire agresser, ça arrive de temps en temps, là on a eu 2 familles qui ont agressé des soignants, j'étais en vacances quand je suis revenue, j'ai retrouvé les patients, les soignants laminés, ils en ont encore reparlé en réflexion éthique là, alors que ça fait 2 mois, ils ont été laminés par 2 familles. C'était des familles qui étaient angoissées, hein, clairement. Quand les enfants sont plus dégradés, voire morts, le patient, en fait, il doit surmonter le plus grand stress de sa vie, il doit surmonter l'abandon de sa vie, et en fait, il n'en a pas tellement les capacités, ses capacités sont diminuées. Et les spécificités, c'est la déshabitation de la vie. Encore une fois, je vous l'ai sûrement déjà dit, faire des soins palliatifs en gériatrique, c'est quand même plus confortable que soins palliatifs en général, parce que, à part les gens qui sont jeunes, mais les autres, c'est quand même plus l'ordre des choses, comme la dame de 95 ans qui me disait c'est pas juste. Pour nous, soignants, c'est quand même plus facile à accepter. Les raisons de crise chez le sujet âgé. Donc Pascal a dit qu'un comportement déraisonnable, c'est peut-être pas un comportement sans raison. Donc s'il crie, il a mal. S'il n'a pas mal, il est peut-être mal. Donc on a l'Algo Plus chez les non-communicants pour essayer de voir, essayer d'évaluer la douleur. Parfois, malgré l'Algo Plus, on ne sait pas si c'est de l'anxiété ou si c'est de la douleur. On met un antalgique, on met un anxiolytique, on met les deux, on tâtonne. Mais en tout cas, il faut rapidement il soit bien. Ou alors il est dément. Morphine et grand âge. On ne doit pas ne pas utiliser la morphine parce qu'ils sont âgés. Donc on l'utilise en traitement de fond s'ils ont mal en continu. La forme qui est la plus préconisée chez le sujet âgé parce que c'est la mieux tolérée, c'est le durogésique. Bien sûr, on ne peut pas l'utiliser chez les trop poilus ou chez les gens qui ont une sédation importante, c'est exceptionnel chez le sujet âgé, tout ça. Parfois, c'est quand même mal toléré. Donc, s'ils ont des petites hallucinations, mais que ça les fait rigoler, c'est pas grave, on le laisse s'ils sont bien. Par contre, si c'est angoissant, on essaye d'utiliser autre chose. Si on n'arrive pas à équilibrer avec le durogésique rapidement, on va prendre un PSE, ou certains l'utilisent d'emblée, un PSE ou une PCA. Chez le sujet âgé, j'utilise le sufentanil, alors le durogésique déjà n'a pas d'élimination rénale, mais hépatique, donc c'est plus confortable. Et le sufentanil, pareil, n'a pas d'élimination rénale. Donc, c'est utilisé de façon très confortable et vraiment, on a des doses plus affûtées et des douleurs beaucoup mieux calmées. Et là, quand j'étais en stage à côté de La Rochelle, ils m'ont donné des tuyaux et du coup, moi, je leur ai donné celui-là, ils ne l'utilisaient pas et il m'a écrit en me disant « T'as raison, c'est super ». Et c'était Toulouse qui me l'avait appris. Donc, vraiment, le sufentanil, super. Et en fait, c'est très facile. La dose du sufentanil... Ah, je voulais vous amener des tablettes aussi en plastique d'équivalent. Vous trouvez ça sur Internet. Tu mets la dose de morphine orale, qui est en milligrammes. Sufentanil. Oui, ça coûte rien, pot de balle. Et tu utilises la dose de morphine orale qui existe en milligrammes. C'est la dose de sufentanil en microgrammes. Et c'est la même pharmacocinétique et biodisponible. Vous avez compris ?
en sous-cutané et en IV. Donc c'est vraiment super. Nous, on ne fait que de la sous-cutanée pratiquement, donc c'est vraiment pratique. Euh, quand ils ont les interdoses, quand ils ont mal par intermittence, c'est en gros un sixième de la dose de fond. On dit un dixième ou un sixième. Un sixième, c'est pas mal. Alors, admettons quelqu'un qui a un urogésique 12, on va lui mettre un Actisken en 5. Si au bout d'une heure, il n'est pas calmé avec son Actisken en 5, on redonne un Actisken en 5, on n'attend pas 4 heures. Et s'il consomme trop d'Actisken en 5, c'est que notre dose de fond, elle n'est pas bonne. Donc, on adapte, on passe au urogésique 25, Actisken en 10. Donc, sur les petites tablettes, vous avez ça. Ou alors, vous allez sur opioconvert.fr, c'est super, parce que vous avez toutes les formes et ça vous calcule votre adaptation vraiment de façon très juste. Et les petites tablettes, elles sont pas mal aussi. Mais en fait, sur les petites tablettes, il y a un petit surdosage, alors que l'opioconvert, il est plus adapté. Les prémédications, quand on sait qu'on va faire mal, donc pour les toilettes, ou avant un kiné, ou avant un pansement douloureux, on fait une interdose 1 heure avant. Donc 1 heure, Actiskenan, c'est 1 heure, le top de l'efficacité, c'est 1 heure. En sous-cutané, la morphine en sous-cutané, c'est 3/4 d'heure. C'est pas la peine d'embrouiller les esprits de tout le monde. 1 heure, c'est parfait. On ne fait pas d'IV, carrément, jamais. On se cutané tout le temps. L'agonie chez le grand vieillard, bien sûr que c'est imprévisible, mais vous savez tous qu'on la voit arriver. Les pauses respiratoires de plus en plus longues, l'encombrement pharyngo-laryngé, les marbrures au niveau des pieds. Les marbrures, c'est vraiment la fin. Les marbrures qui montent doucement, on sait que c'est pour aujourd'hui. L'encombrement pharyngo-laryngé est très discuté. Il y a une école qui dit on met de la scopolamine. Donc on met une ampoule de scopolamine, on voit si c'est suffisant. Si on doit en refaire une au bout d'1 heure, ça veut dire qu'il en faut 2 d'un coup et puis on va calculer notre PSE en fonction de ce qui est nécessaire. Et puis il y a une école qui dit mais en fait non, ça ne dérange que le soignant, on ne donne rien. Je regardais quelqu'un l'autre jour qui respirait la bouche grande ouverte et à chaque fois qu'il respirait, ça glougloutait. Je me dis, je ne sais pas comment ça peut être très confortable, quoi. Il y a quand même quelque chose qui gêne là. Donc nous, on le met. Par contre, quand vous donnez de la scopolamine, et surtout, ça dessèche terriblement. Donc vous mettez du Celluvisc. Donc en fin de vie, de toute façon, je vous l'ai dit, vous mettez du Celluvisc matin et soir. Mais quand vous mettez de la scopolamine en plus, ou juste un scopoderme parce que c'est un tout petit encombrement, ou parce qu'il y a des troubles de la déglutition, qu'il n'y a plus de déglutition et que vous avez peur des fausses routes à la salive, vous mettez juste un scopoderme. Ça, c'est facile, mais c'est pas remboursé. Et si ça ne suffit pas, vous passez à la scopolamine. Hop, Celluvisc matin, midi et soir, même matin, midi, 16h et soir. Il faut y aller larga manu, vous demandez aux familles d'en mettre. Et les soins de bouche avec l'aquatial, c'est pas remboursé non plus, mais ça lubrifie vraiment la cavité buccale. C'est vraiment super. Sauf s'il est sous oxygène. C'est peut-être le moment d'en parler parce que je suis en train de vous parler de quelque chose. Pour ceux qui interviennent en EHPAD, pour l'instant, j'ai fait une espèce de petit protocole si anxiolytique, si anxieux, donnez ça, si encombré, donnez ça. Vraiment très simple, des choses employées avec que des moyens de ville. Donc j'ai oublié la pile que vous avez photocopiée sur ma table de salle à manger. Je suis désolée, je vous l'enverrai par mail si vous le voulez. Ceux qui le veulent, vous me le direz. Et surtout, vous me dites quelle forme vous voulez. Est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas? Est-ce que vous voulez plus de choses ou pas? Parce que dans le service, j'ai fait un petit palliatif pour les nuls. Donc, c'est trop. Il y a des médicaments que vous n'utiliserez pas en ville, mais je peux éventuellement le revoir de façon plus adaptée à la ville, à toute la ville. Donc, comme a dit la famille Van Geluve, peut-être pas qu'aux EHPAD, mais à toute la ville. Si ça vous dit, vous me dites, je peux vous passer. Et surtout, il faut que ce soit adapté. Donc, il faut me faire remonter toutes vos remarques, que je fasse un truc qui aille à tout le monde. D'accord? Pardon, j'en étais pas là. On n'arrête pas les antalgiques s'ils s'enfoncent, je vous l'ai dit. La fréquence respiratoire, bien sûr, parce que diminuer la fréquence respiratoire, on peut se dire, c'est un surdosage à la morphine. Non, il était bien, on n'y touche pas. De toute façon, il est en train de mourir, on touche à rien. Faut pas vous dire, je vais arrêter le midazolam, il est en train de mourir. Mais non, il est bien, on touche à rien, il est bien. C'est tout ce qu'on veut et il est en train de mourir. Hydratation, alimentation, aucun intérêt. La nature, elle fait bien les choses. On ne boit plus, on ne mange plus quand on meurt. Qu'est-ce qu'on va aller s'en mêler? Nous, la médecine, on les laisse. Si on hydrate, on va les aggraver, c'est pas possible. La présence au dernier souffle, il faut laisser du champ libre et surtout, il faut prévenir la famille. Parce qu'il y a des familles qui veulent être là 24 heures sur 24 pour ne pas les laisser tout seuls. Et puis, ils vont fumer, manger, se toucher. Et le patient meurt pendant ce temps-là. Donc, il faut bien les prévenir en amont qu'il faut qu'ils leur laissent des petits temps libres, parce qu'il y en a plein qui veulent mourir tout seuls. Et puis que s'ils restent tout le temps et qu'ils meurent quand ils ne sont pas là, c'est qu'il l'a choisi.
c'est pas de leur faute. Ça veut dire que c'est bien, il leur a laissé un petit moment et il l'a choisi. Et c'est vraiment très important. J'ai vu une petite fille hurler dans le service. C'est vraiment très important de leur dire en amont. Pas la peine qu'ils se traînent des culpabilités pendant des années. Souvent, en plus, ils sont missionnés par la famille, donc pour eux, ils ont tout raté s'il se passe ça. Mais non. Et nous, soignants, en ce moment, on travaille sur accompagner, quand le patient n'a pas de famille, comment accompagner, faire des allers-retours auprès en laissant un champ libre quand même. Qu'est-ce qu'il faut surveiller à l'agonie? Donc on verra plus en détail avec les plaies tout à l'heure. La peau, donc à l'agonie, on n'en est plus à l'époque de la prévention. Hein. Juste on protège, on veille à ce qu'il soit bien installé et on calme la douleur. Le transit, je vous ai dit, la main sur la fosse iliaque gauche, les yeux, je vous l'ai dit. On continue les soins de bouche jusqu'au bout. On ne fait pas d'ionogramme, alors pas à l'agonie, mais avant, si par exemple, s'il y a des symptômes que vous pouvez gérer parce que vous voyez quelque chose au ionogramme, par exemple une hypocalcémie, c'est déjà arrivé, pas à l'agonie, juste c'est une histoire de semaine, eh bien ça m'a permis de le soulager et il allait beaucoup mieux, il y avait des tremblements importants. Les dextros, c'est toujours l'éternelle question. Mourir d'une hypoglycémie ou d'un coma hypoglycémique, c'est pas bien du tout. Une hyperglycémie à 4 grammes, c'est pas du tout confortable. Donc on essaye de les maintenir au-dessus de 0,5, en 2 grammes, 2 grammes 50, pas au-dessus, et on arrête les dextros. Sauf si c'est des cancers pancréatiques ou hépatiques. S'il est hypoglycémique symptomatique, vous le corrigez bien entendu. Et puis quand... Ouais, enfin voilà. Non, j'allais dire, il va plus prendre ses ADO. Oui, forcément, on s'en fiche. Là, c'est quand il avale plus. Et de toute façon... Alors, gériatrie, éthique et décision. Oui. Oui. Non, diabétique. Non, 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 non. Tu es diabétique, tu surveilles tes dextros et quand ils avancent vers la mort, tu t'arranges qu'ils soient bien et t'arrêtes tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Diabétique. De toute façon, les besoins, ils diminuent terriblement à la fin. Alors, on a quelques outils de réflexion éthique dont on doit se servir, culturels. On doit prendre en charge l'appartenance ethnique, spirituelle et sociale du patient, les droits, donc toutes les lois, les directives anticipées, la personne de confiance. On doit prendre en charge toutes les chartes et les recommandations de bonne pratique. La morale, c'est ce qui nous permet de respecter les valeurs et de vivre en société. Donc, c'est le bien et le mal. Donc, on doit aussi la prendre en charge. Et l'éthique, c'est une dynamique d'accomplissement et c'est ce qui nous permet de... C'est ce qu'on... Comment dire? C'est ce qui nous demande de faire au mieux ce qu'on fait de mieux au moment où on est là où on est. On fait du mieux qu'on peut. Voilà. Les décisions, on les prend... On va demander donc l'avis du patient s'il est capable de le donner. L'avis de la famille et ou de la personne de confiance, si ce n'est pas le même, ils n'ont un avis que consultatif. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions et heureusement, on n'a aucune responsabilité à leur faire porter pour le restant de leur vie. Donc c'est des décisions en général d'arrêt de traitement. Donc on va parler avec eux et on va leur expliquer que tel et tel traitement n'a plus aucune utilité parce qu'on n'en est plus, alors on ne fait pas la tête que je fais là, hein, parce qu'on n'en est plus du tout à ce stade-là et que ça n'est plus utile. Et donc on va les arrêter. Ils le comprennent et ils acceptent. On n'attend pas leur acceptation en fait. Ils adhèrent au projet. Tout ce qu'on veut, c'est une harmonie. On n'est pas là pour heurter les familles, heurter la personne de confiance et pas leur faire porter de responsabilité. En fait, on est là pour faire notre job en harmonie avec la famille, pour le bien-être du patient. Collégialité. On ne décide pas tout seul médecin dans notre coin. Collégialité, on est toujours plus malin à personne. Je suis fatiguée, pardon. On est toujours plus malade à plusieurs et on trace, surtout on trace. Les directives anticipées, elles ne sont pas obligatoires, mais on se doit de demander aux patients s'ils souhaitent en faire et s'il en a fait. Alors on peut se dire que quand ils arrivent chez nous, on n'est plus du tout autant les directives anticipées, parce qu'en général, c'est un refus d'acharnement thérapeutique et on n'en est plus du tout au stade de l'acharnement thérapeutique. Et en fait, comme de toute façon, on n'en fait pas, on se dit, bah, ça ne sert à rien. Mais en fait, les directives anticipées, ça c'est mon dernier stage aussi qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'est un moment qui peut être pris avec le patient, si c'est possible, la famille, un soignant, le médecin, et pour reposer les choses sur la maladie, là où on en est, et que tout le monde voit la même chose et entende la même chose. Et ça peut être très intéressant de reposer les choses. Donc on est en train de travailler là-dessus aussi. La personne de confiance, ce n'est pas une obligation. Par contre, on doit demander au patient s'il souhaite avoir une personne de confiance. On lui fait remplir les papiers. Et il n'a un avis que consultatif.
Ça, c'était des exemples de patients, mais je vous ai donné des exemples au fur et à mesure. J'ai été trop vite? Ah? Non, j'ai donné au fur et à mesure. Mais après, j'ai peut-être déjà dit, un patient, oh, une dame avec une hémorragie cérébrale qui venait, si j'ai déjà dit, vous me dites stop, on a déjà dit, qui venait de Sydney avec une hémorragie cérébrale massive et ils avaient posé une sonde de gastrostomie. Forcément, parce qu'on ne savait pas encore, ils ne pouvaient pas savoir ce qu'elle allait devenir, donc il fallait donner une chance et ils ont mis une sonde de gastrostomie. Voilà, de retour chez nous, comme un vigile, vraiment rien quoi. Donc il y en avait deux comme ça. Donc une, on voit la famille avec la psychologue. Un an de travail avec la famille. Hein. On va porter plainte, on n'avait rien fait, on n'est pas là pour les heurter, mais on avançait. Et la loi dit bien que quand elle n'a pour but que le maintien artificiel de la vie, quand il n'a besoin, quand il n'a que pour objectif le maintien artificiel de la vie, tout traitement peut être interrompu et l'hydratation et l'alimentation artificielle en font partie. Donc la loi était avec nous. Impossible. Donc finalement, au bout d'un an, j'ai réussi à dire OK, mais si cette sonde s'en va, si on n'arrive pas à la remettre, on n'insiste pas. OK, tout le monde était d'accord. Un jour, j'arrive, la sonde de Madame Attel est partie. Et l'infirmière me dit, mais j'ai essayé de la remettre. On met une sonde urinaire en fait tout de suite parce que c'est plus petit. Elle me dit, j'ai pas réussi. Vraiment, elle était de bonne foi. J'y suis allée, j'ai essayé aussi. Moi, j'ai pas poussé comme une bête. Hein. J'ai essayé aussi et on n'a pas réussi. Donc j'ai appelé la fille en lui disant, ben voilà, on n'a pas réussi, donc il n'y a plus de sonde de gastrostomie. Et alors là, c'est terrible parce que cette dame, quand elle était revenue d'Australie, elle avait des antiépileptiques, bien entendu, puisqu'elle avait saigné plein sa tête, et qu'on lui avait laissé. Elle se retrouve un an et quelques mois plus tard, sans antiépileptique, sans sonde de gastrostomie, puisqu'on ne lui passait plus dans la sonde, elle se réveille. J'étais là, ah mon Dieu, si j'avais enlevé les antiépileptiques alors qu'elle avait encore la sonde, elle se serait réveillée plus tôt peut-être. Toujours est-il qu'elle est arrivée pour mourir bien grassouillette, quoi, pas du tout dénutrie, bien. Elle n'était pas bien vive quand même, mais la famille a pu l'accompagner. Elle a pu, notre orthophoniste était dessus tous les jours. La famille a pu lui donner des petites cuillères, c'est tellement important pour eux, des petites cuillères de Fortimel, des petites cuillères de compote par-ci par-là. T'as vu, j'ai placé Fortimel. Petite cuillère, mais pas grand-chose. Et elle est morte tranquillement quelques semaines après. Ben, c'était parfait finalement. Et une autre, pareil, avec la psychologue, on a prévenu la famille. Alors elle, c'était catastrophique, hein, parce que c'était de l'acharnement. Quand elle était pareil avec une sonde de gastrostomie qu'elle a arrachée en coma vigile. Tourné voir le gastro qui lui en a remis une, arrachée. Ils lui ont mis des moufles, ils lui ont mis une sonde nasogastrique. Elle a eu du Risperdal. J'étais là, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses et je me disais, ce n'est pas possible, c'est de l'acharnement clair. Donc là, on a vu la famille, la psychologue, tout le monde a dit, on arrête, on a enlevé tout, on a enlevé le Risperdal et elle est morte tranquillement. Est-ce que vous avez des questions? Prise en charge des plaies en soins palliatifs. Alors, il y a deux stades, deux phases. Le stade palliatif qui est peu avancé. Dans ce cas-là, vous faites vos pansements comme tout le monde, c'est les mêmes objectifs et les mêmes protocoles, on va dire. Et si le pronostic vital est engagé à court terme, on n'a pas d'objectif de cicatrisation. Donc on est dans des soins de confort. Hein? Pourquoi? Oui, oui, non, non, pas comme tout le monde. Là, je suis pas en gériatrie, hein. Je suis palliatif et soins et plaies et soins palliatifs. Donc tu fais tes protocoles habituels de cicatrisation si tu n'es pas avancé en soins palliatifs. Par contre, en fin de vie, tu n'as pas d'espoir de cicatrisation, tu ne recherches en aucun cas la cicatrisation. Tu es juste dans le confort. Enfin, tu es dans le confort, le juste, ça va pas. Alors les particularités en fin de vie, les plaies, elles sont variées de par leur aspect, leur mécanisme, leur localisation. On va revoir le retentissement physique et psychologique. C'est mon débit normal. La cicatrisation et la guérison ne sont plus des objectifs réalistes. Les types des plaies, on a des escarres, des plaies cancéreuses et des plaies artérielles. Les escarres, en phase avancée, des insuffisances d'organes, des pathologies neurodégénératives et des pathologies cancéreuses, ils sont au premier plan, les escarres.
On a des gens qui sont dénutris, qui sont cachectiques et qui sont gravataires. Donc les escarres sont toujours là. Les sites classiques, c'est talon, c'est sacrum, c'est trochanter, c'est ischion. Les moins habituels, mais qu'on voit quand même régulièrement, les coudes, les genoux, les ailes du nez avec les sondes, le méa urinaire avec la sonde aussi, les épineuses dorsales et les oreilles. Les plaies artérielles, on va les retrouver plus au niveau des extrémités des membres inférieurs, au niveau du talon, des orteils et des malléoles. La prise en charge, ce serait la revascularisation, sauf qu'on est en soins palliatifs. Donc, personne ne va aller opérer le patient dont l'état général est trop avancé. Pas de revascularisation, pas de cicatrisation possible. La seule chose qui pourrait aider, c'est l'amputation, parce que l'amputation, elle calme la douleur, à condition que ce soit une amputation fermée où il n'y ait pas besoin de cicatriser, sinon on retombe sur la même difficulté de cicatrisation. C'est pas toujours réalisable. Je me souviens d'une patiente âgée, 93 ans, qui était déjà amputée en cuisse d'un côté, qui avait des plaies douloureuses. Donc bien sûr, on faisait tout ce qu'on pouvait pour calmer les douleurs, mais c'était vraiment pénible. Elle n'a jamais voulu être amputée de l'autre côté. C'était trop pénible pour elle, en fait. C'était trop... au niveau de l'image de soi, c'était pas possible. Elle n'aurait plus été elle-même et elle a refusé. Là, donc ça peut être traumatisant. Quelquefois, on peut faire une amputation parce que le pronostic vital il est engagé à court terme, donc on ne va pas non plus l'amputer. Mais ce serait nécessaire en fait pour ces plaies artérielles. Les plaies cancéreuses, alors la cicatrisation, elle est très imprévisible et elle est toujours compliquée. On les a au niveau de la face, au niveau du cou, au niveau des seins, au niveau de l'abdomen, au niveau du périnée, au niveau des extrémités. Elles sont soit tumorales, soit iatrogéniques. Iatrogéniques, radiothérapie ou chimiothérapie. Ou tumorales, alors vous avez tous vu ces énormes choux-fleurs dans les cancers du sein où ça fait vraiment des gros choux-fleurs énormes. Ça peut être des nodules, elles peuvent être hémorragiques, ça peut être des fistulisations ou elles peuvent être cavitaires. Elles ont, ces plaies, un impact important sur la qualité de vie, un impact physique, parce que la personne ne va plus pouvoir, la douleur déjà, bien entendu, et la personne va avoir une incapacité fonctionnelle en fonction de où est la plaie, il ne pourra plus marcher, ou il ne pourra plus s'asseoir, ou il ne pourra plus manger. Et un impact psychologique, de par l'incapacité fonctionnelle qui s'est instaurée aussi. Une atteinte de l'intégrité corporelle, c'est quand même quelque chose, un escarre, on est grignoté quelque part, on est boulotté avant d'être mort. Enfin, il y en a plein qui le disent, ça, c'est vraiment terrible. L'atteinte de l'intégrité sexuelle par les cancers du sein ou de la vulve ou scrotale. Réflexion éthique. Alors, le principe de compétence, les connaissances scientifiques, la maîtrise de la prise en charge de ce type de plaies, elles sont nécessaires en soins palliatifs et elles doivent être réévaluées régulièrement. Le principe d'autonomie, c'est toujours le même principe, c'est le droit du patient à l'information, le droit du patient au consentement éclairé et le droit du patient à refuser les soins. Ça doit rester nos références déontologiques, même en soins palliatifs, surtout en soins palliatifs. Le principe de proportionnalité et de futilité, qui existe dans toutes les prises en charge en soins palliatifs, là on est au niveau des plaies. Le soin des plaies doit rester proportionné à ce qu'on en attend, à l'objectif qu'on peut espérer. Et quand le soin est devenu inutile, on l'interrompt, on le simplifie, on verra après comment. Le principe d'humanité. Bien sûr que la prise en charge de nos plaies, elle ne doit pas créer des douleurs aux patients, des souffrances encore supérieur à ce qu'il est déjà en train de subir et il est déjà épuisé. Donc il faut tout le temps garder à l'esprit soin de confort. Si les plaies qu'on veut faire, elles sont douloureuses, bien sûr on fait notre interdose avant. Si ça reste douloureuse, on simplifie. Le principe d'humilité, le médecin qui prendra les décisions, il doit maîtriser l'ensemble des connaissances, des bonnes pratiques et des attitudes. Et surtout, s'il n'y arrive pas, il ne devra pas hésiter à demander l'avis. Donc déjà, au sein de son équipe et à un angiologue, à un dermatologue, à un confrère, demander un avis. Les choix thérapeutiques, ils devront être évolutifs. On va avancer entre renoncement et puis hop, réinvestissement. Le patient lui-même s'est dégradé, ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'évolution qui est parfois capricieuse. Il a avancé dans sa prise en charge en soins palliatifs. On va simplifier nos prises en charge des plaies, on renonce à certains soins, puis hop, il s'améliore. Notre petite dame de tout à l'heure qui ne mangeait pas et qui allait mourir, là on met le paquet sur la plaie, elle est quasi cicatrisée.
Et en fait, il faut trouver le juste équilibre entre le savoir-faire, jamais des recettes toutes faites, toujours adaptées à l'individu, au cas par cas, et savoir renoncer. Ce n'est en aucun cas de la négligence, en aucun cas un défaut de soin. Tout doit être réfléchi. Les soins continus, c'est pas bien de mettre en opposition les soins curatifs et les soins, on va cicatriser, et les soins palliatifs. C'est pas bien de mettre ça en parallèle. Les soins continus, je vous l'ai déjà dit, doivent toujours être personnalisés et adaptés. En fait, le patient qui est en train de mourir, c'est un individu à part entière qui ressemble à aucun autre jusqu'au bout. On doit s'adapter à la complexité des situations, on doit gérer sa douleur jusqu'au bout, là aussi. Et parfois, la cicatrisation de la plaie, ça doit être un objectif de qualité de vie. Donc, on change notre fusil d'épaule, on se dit, bah non, là, il faut cicatriser parce qu'il est vraiment pas confortable. Les objectifs de soins, ils vont être adaptés, bien sûr, au temps estimé de cicatrisation, au temps estimé pronostic vital, et à la coopération du patient et à son consentement. Le renoncement au niveau de la prise en charge devra être progressif de toute façon. Parfois les allers-retours, mais en tout cas ce sera progressif. On doit toujours traiter les symptômes qui sont dus à la plaie et toujours prévenir les complications. Donc en phase palliative débutante, on va éviter l'apparition des plaies. On va tenter de cicatriser la plaie. On va éviter l'aggravation de la plaie. On va traiter les symptômes, les conséquences dues à la plaie et on va prévenir et traiter les complications dues à la plaie. En phase palliative avancée, quand on a un pronostic en termes de semaines, on prévient l'extension de la plaie, donc on n'est plus dans la guérison. On prévient l'apparition de nouvelles plaies. On prend en charge les conséquences dues à la plaie et on prévient et on traite les complications. En phase préagonique, on a un pronostic en termes de jours. On traite les conséquences inconfortables de la plaie tout le temps et on maintient la propreté apparente du corps. En phase crépusculaire, on est en termes d'heures. On maintient le traitement antalgique, même en termes d'heures. On maintient la propreté apparente du patient, bien sûr, plus que jamais. Et on respecte sa tranquillité. Donc on n'est pas là à tourner autour du pot et à s'agiter. Tranquille. C'est ces derniers moments-là. On lui fiche la paix. On vérifie que tout aille bien et on s'en va. Les réflexions interdisciplinaires, elles permettent de hiérarchiser les différents objectifs entre la vigilance, le confort, l'autonomie, l'esthétique, la propreté. On essaye de prioriser tout ça en fonction du patient et ce qu'il souhaite, s'il le peut. Et comment est la famille? Ce que tu disais tout à l'heure, la famille est très importante aussi en fin de vie. On est là pour travailler avec eux. En fait, quand on travaille avec eux, ils ont l'impression vraiment de bien accompagner leurs parents. Les alternatives, ça va dépendre de où on est, parce qu'entre vous qui êtes à domicile, Michel qui est en EHPAD et nous qui sommes à l'hôpital, on n'a pas la même disponibilité des soignants, on n'a pas la même disponibilité, la même gamme de produits à utiliser, en fonction du coût des produits aussi. La disponibilité des professionnels, nous on l'a. À domicile, l'infirmière, elle passe 2 fois, 3 fois par jour, elle ne peut pas passer tout le temps. Et du rapport du bénéfice qu'on va obtenir par rapport aux contraintes des soins, du point de vue du patient, des soignants et des proches. Tout ça, ça doit tout le temps, c'est du confort, ça doit tout le temps être dans notre esprit. Cette réflexion interdisciplinaire, très riche, elle permet d'établir un consensus pour une plus grande cohésion des soins. On est toujours plus malin à plusieurs. Elle nécessite la rédaction d'un protocole personnalisé et qui sera réadapté au cas par cas, aux besoins, en cas de besoin. Soulager la douleur, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le traitement de fond, soit un palier 1, parfois ça suffit, soit un palier 1+2, parfois ça suffit, soit un palier 1+3, avant de faire les pansements. En général, on en est au morphinique. Eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, 1 heure avant, on donne un morphinique, la forme soit pérose, soit en sous-cutanée. Alors c'est compliqué à domicile parce que faire une sous-cutanée 1 heure avant, l'infirmière, elle ne va pas passer 1 heure avant à la toilette pour faire sa sous-cutanée, à moins d'avoir quelqu'un. Elles le font de temps en temps? Non, à moins d'avoir quelqu'un, le voisin, mais sinon... Après la prémédication avant les soins, on peut mettre de l'EMLA sur la plaie, on peut mettre un mélange d'hydrogel et de morphine sur les ulcères. Le méopa, ça c'est des choses... nous, on l'a pas le méopa. Et on peut faire des petites doses de midazolam, ça a une demi-vie très courte. Donc on peut faire du midazolam pour relaxer pendant le soin.
Mais on peut aussi faire de la musicothérapie de Music Care. Vous en avez tous entendu parler, j'imagine. On la met 20 minutes avant la plaie, avant le pansement, et on la continue pendant le pansement. Attention, si on fait ça, il ne s'agit pas que le binôme infirmière et aide-soignante, ils se racontent leur week-end ou le week-end prochain. Non, le patient il est dans une sorte de transe. La musicothérapie, c'est une sorte d'hypnose, hein, c'est une sorte de transe. Donc il faut les laisser. Donc on fait ça le plus discrètement possible. On peut faire de l'hypnose conversationnelle ou de l'hypnothérapie vraiment. On essaie d'y aller en binôme. C'est très facile en binôme de détourner l'attention, de lui parler. Il y en a un qui fait le pansement, il y en a un qui tient la jambe, l'autre qui fait le pansement. C'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Le choix du pansement. Alors c'est très important le choix du pansement parce qu'on veut quelque chose qui se retire facilement, qui ne blesse pas et qui soit confortable. Alors là, je suis désolée, mais mon chouchou, c'est le Mepitel XT. C'est hyper confortable pour le patient. C'est une petite mousse, vous le connaissez tous. On découpe la mousse et c'est très confortable pour le patient. S'il y a des petits exsudats, ça les absorbe. Ça se retire très facilement. Ça peut tenir 2 jours s'il faut. Super. On essaye bien sûr d'utiliser des pansements qui peuvent tenir plusieurs jours. Ça évite de faire mal au patient. On nettoie la plaie à l'eau et au savon, très doucement, mais pas la douche plein pot comme ça dessus. On tamponne autour, pas en zone d'épidermisation, tout doux. Les exsudats, les alginates, c'est super. Hein, et, le Mepitel XT, si c'est des petits exsudats, ça tient. Si c'est des exsudats un peu plus corsés, les alginates. Et je dois dire que quand c'est très, très important, je ne dis pas pour faire de la pub, hein, mais Christine, tu me l'avais vendu pour ça, le Mepixtra, il est super. Ouais, il est super. Mextra, pardon, il est super. Donc ça permet, au lieu de faire 2 pansements par jour, on n'en fait qu'un par jour. Alors, parfois je retrouve, et on n'est pas en soins palliatifs terminal, de l'urgosorbe dans la plaie, de l'urgosorbe par-dessus et du Mepixtra. Je dis, mais non, on n'est pas en soins palliatifs. Hein. Si votre alginate il est saturé, il faut changer le pansement. On ne va pas attendre que le Mextra soit lui-même saturé, ça n'a pas de sens, ou on perd de l'efficacité. Je ne suis pas en soins palliatifs, là. C'est juste un truc qu'on voit régulièrement. Bien sûr, s'il y a des œdèmes de dénutrition qui entraînent des exsudats, on limite l'hydratation. Et surtout pas de perf là. Donc ça peut être un bon truc s'il y a des exsudats comme excuse pour arrêter. Le contrôle des œdèmes, parfois ça sent pas bon, c'est la prolifération des germes anaérobies. Il y a plein de trucs, donc on peut mettre du flagyl en rinçage, on peut mettre une espèce de gel de flagyl sur la plaie. Il y en a qui mettent de la mousse à raser avec un abaisse-langue dedans, il y en a qui mettent des peaux d'orange. Nous on met des huiles essentielles et on peut mettre aussi de l'Axisorbe argent, enfin un pansement avec de l'argent dessus qui vraiment absorbe bien. Et souvent, les filles, elles mettent quelques gouttes d'huile essentielle sur le drap en regard de la plaie et une petite diffusion d'huile essentielle, ça marche bien. Il faut penser que le patient est tout le temps dedans et qu'il le sent, les odeurs. Hein. Et quand sa famille, elle arrive et qu'elle fait une grosse grimace, il sent bien que c'est lui qui sent pas bon. C'est pas terrible. La prévention des hémorragies. Alors là, prudence. Il n'est pas question d'aller enlever une croûte sur une plaie qui est hémorragique, sinon on va le faire saigner, on ne va pas s'en sortir. Donc là, on met des pansements très très gras, ce que vous voulez, mais quelque chose de très gras, de la vaseline, n'importe quoi. Quelque chose de très gras qui s'enlève très facilement ou qui ne s'enlève pas, mais on évite de faire saigner. Si on a une plaie hémorragique, on va utiliser le pouvoir hémostatique des alginates. Si c'est quelqu'un qui menace d'une hémorragie cataclysmique, on prescrit en empirique du midazolam pour une anxiolyse rapide, une sédation rapide en fait, parce que hémorragie cataclysmique, ils sont en train de mourir, hein, donc il faut sédater rapidement pour qu'ils ne se voient pas mourir. Et en général, le temps que l'infirmière, clairement, hein, ça rassure l'infirmière parce que, admettons une fistule qui saute ou un anévrisme qui pète, le temps que l'infirmière elle aille faire sa seringue de midazolam, elle revient, le patient il est mort, ça a été trop vite. Mais ça rassure et ça sert. La prévention des infections, bien sûr, des soins locaux corrects, une hygiène, un drainage d'abcès, une antibiothérapie générale, même en soins palliatifs avancés, parce que ça enlève l'inconfort de la fièvre et la douleur de l'infection finalement. Donc là, vous chipotez pas, vous mettez du ceftriaxone en sous-cutané, vous cherchez pas quel germe ça peut être, 1 gramme de ceftriaxone en sous-cutané par jour, et c'est vraiment juste empirique. Pas en phase agonique.
Les plaies sèches, c'est les plaies d'Aomi, des escarres et des plaies tumorales. Il ne faut pas les déterger de façon très caricaturale. C'est la plaie de talon toute sèche. On ne va pas aller chercher des noises. En dessous, il y a le calcanéum, il y a l'ostéite du calcanéum qui est vraiment là. Donc vous gardez votre nécrose bien sèche. Vous ne mettez pas de pansement du tout. Vous la laissez bien à l'air. Elle tombera quand elle tombera, peu importe. Et là, sur des plaies d'Aomi ou des plaies tumorales, vous gardez votre plaie sèche. Il y en a même qui momifient, mais vous gardez votre plaie sèche. Comme ça, il n'y a pas de problème de risque d'infection derrière. La prise en charge pluridisciplinaire, le soutien psychologique, vous l'imaginez, est très important. Pour ce que je disais tout à l'heure, l'intégrité corporelle qui est atteinte, la perte de l'image de soi, et souvent une écoute bien, l'évolution, l'aggravation de la plaie qui est inéluctable en soins palliatifs, elle réveille les angoisses de mort. Et l'écoute de la psychologue, l'écoute bienveillante de la psychologue, elle va permettre d'apaiser la souffrance. Limiter les contraintes dues aux soins. Bah pour ça, il faut respecter la limite de tolérance psychologique du patient. S'il ne veut pas, il ne veut pas. On s'arrange autrement, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. On va mettre autre chose qui va tenir plus longtemps. On va mettre des compresses un peu plus pour que ça tienne. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Si vous êtes en train de faire un soin et que vous vous rendez compte que vous êtes dans de mauvaises conditions ou que ça ne va pas, vous l'arrêtez. Vous le referez demain, c'est pas grave. Vous mettez des compresses propres, vous refermez, terminez, vous le ferez demain. Si vous arrivez pour faire un pansement et qu'il y a de la famille, ça c'est plus en hôpital ou en EHPAD, eh ben vous repartez, vous lui laissez la famille. Et je vous l'ai déjà dit, on utilise des pansements qui permettent d'espacer la réfection. Le binôme, je vous l'ai déjà dit aussi, c'est très confortable. L'infirmière qui va se mettre à quatre pattes, qui va soutenir comme ça, le patient il s'en rend compte, c'est pas confortable pour personne. Alors qu'il y en a un qui tient la jambe, donc à domicile c'est pas facile. Ben, utilisez la famille elle tient la jambe et puis. Alors l'accompagnement relationnel, c'est pas facile encore une fois pour des histoires de distance à garder. Les patients ils vont avoir besoin d'une relation affective avec le soignant, qui lui va être dans une relation de contact avec le corps et qui ne saura pas toujours la garder. Donc il faut qu'il trouve le juste milieu entre satisfaire le patient dans sa demande de réconfort et de proximité, tout en lui gardant sa distance pour ne pas souffrir. Le soignant ne doit pas souffrir, il doit rester professionnel. Après, chacun fait ce qu'il peut. C'était pas ça qui était écrit en fait, c'est plus tard. Le patient, il doit rester acteur, il ne doit pas être objet de son soin. Et il ne s'agit pas on le fait participer de façon active, mais il faut qu'on soit conscient de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, de comment il peut bouger, de comment il ne peut pas bouger. Et s'il a des rétractions, il faut bien sûr les tenir en compte. Par exemple, la plaie du talon, on n'essaye pas d'ouvrir à fond pour faire le talon. On en tient compte, on met des oreillers, on met un petit